firmament des intellectuels africains et congolais, M. Anissé Mobé est une étoile qui brille. Chercheur en sciences sociales, juriste, sociologue, M. Anissé Mobé est hyper connu en France et en Afrique. Vous l'avez plusieurs fois entendu sur Radio France Internationale, notamment l'émission des débats. Il écrit beaucoup dans des journaux tels que l'Express, La Croix. Il passe plusieurs fois sur Télésud. Il nous a fait l'honneur de venir nous voir à Congo Mikili et à RM Communication pour nous partager son intelligence, surtout en cette période où l'on parle des élections en République démocratique du Congo. Quoi de plus intéressant que d'avoir un expert de son acabit? C'est un honneur pour nous. Bonjour, monsieur Anissé Mobé. Bonjour et surtout bonjour aux amis téléspectateurs qui nous suivent, et qu'ils soient congolais ou étrangers, mais qui partagent le même intérêt que notre télévision, c'est-à-dire sauver le Congo et particulièrement l'élection présidentielle et législative. Et ces élections présidentielles qui viennent de se dérouler vous inspirent quoi comme commentaire? Quel regard jetez-vous sur ces élections? Mais d'abord, il faut saluer la forte mobilisation des citoyens congolais autour de ces élections. Les citoyens se sont massivement rendus aux urnes, malgré les intempéries, et surtout, malgré les multiples tentatives de frauder de la part du pouvoir, les citoyens congolais se sont quand même déplacés et surtout ont massivement voté. Tant mieux donc pour l'esprit civique. Maintenant, je pense que notre Cour suprême de justice, en tant que Cour constitutionnelle, est au pied du mur. Quand on sait que le président de la République lui-même a reconnu qu'il y a eu des erreurs, sans nous dire quelles sont les erreurs qui ont été commises et qui les a commises, et surtout lorsque nous apprenons que la CENI s'engage à sanctionner ceux de ses agents qui ont fraudé. Mais ils ont fraudé, c'est-à-dire, que veut dire frauder? Et surtout, donc par conséquent, attendons de voir ce que dira la Cour suprême de justice pour pouvoir, mais cela ne nous empêche pas, en tant que citoyens, de nous mobiliser de telle sorte que la Cour suprême de justice puisse rendre un verdict qui soit dans l'intérêt supérieur de la nation. Et pour vous, l'intérêt supérieur de la nation, c'est quoi justement? Mais c'est d'abord de prendre acte et donc de pouvoir statuer sur les aveux du président de la République qu'il y a eu des erreurs. Car en réalité, il n'y a pas eu des erreurs, il y a eu fraude. Les observateurs le plus objectifs, les plus indépendants l'ont souligné. Et surtout, il suffit de lire attentivement la lettre qu'a publiée l'archevêque de Kinshasa, Monseigneur Mosengo, où il met en évidence, par exemple, le fait que dans la candidate Tshisekedi, par exemple, à un certain moment, il a tel nombre de voix, au terme de dépouillement de tel nombre de bureaux de vote, et lorsqu'on ajoute les suffrages, donc les dépouillements des bureaux supplémentaires, tout d'un coup, le nombre de voix qu'avait obtenu par M. Tshisekedi diminue. C'est quand même assez curieux. Et aujourd'hui, un grand quotidien bruxellois à la Libre Belgique, hier déjà, avait intitulé son article les miracles statistiques du Katanga, là où vraiment on se rend compte à quel point les fraudes étaient non seulement massives, mais en tout cas voulues. Donc par conséquent, la Cour suprême de justice doit faire preuve d'indépendance d'esprit. On l'a accusé d'être servile à l'égard du pouvoir. Eh bien, il leur appartient. Et je pense que la Cour suprême de justice, quand je dis qu'elle est au pied du mur, c'est-à-dire que ça va au-delà de la Cour suprême de justice. Ça interpelle les universitaires congolais. Est-ce que l'université et l'universitaire ont-ils fait faire à la société congolaise des avancées significatives? Surtout en ce qui concerne les juristes. Rappelez-vous qu'au moment de la création de l'université Lovanium, une des conditions qui a été imposée à Monseigneur Gillon, c'est qu'il n'y ait pas de faculté de droit. Mais finalement, il y a une faculté de droit. Et comme par hasard, mais c'est pas un hasard. D'où je suis sorti d'ailleurs. D'où vous êtes sorti et où M. Etienne Tshisekedi est le premier diplômé de la fac de droit. Donc je pense que c'est le moment de démontrer que les Congolais ont su maîtriser non seulement l'enseignement du droit, mais aussi les pratiques du droit, et notamment en matière constitutionnelle. Alors, le candidat Tshisekedi, qui semble être lésé par ces fraudes, n'a pas esté devant la Cour suprême de justice. Si vous étiez son conseiller, vous qui êtes aussi juriste de formation, que lui diriez-vous? Ben bon, d'abord, le problème ne concerne pas seulement M. Tshisekedi. Le problème concerne l'ensemble de la communauté congolaise. C'est tous les Congolais qui sont concernés. M. Tshisekedi était candidat, non pas pour lui-même ou pour sa famille, il était candidat et porté
par un élan populaire parce que les Congolais se sont identifiés à cette démarche politique, considérant qu'à cette étape de notre histoire, sa candidature portait les espoirs du Congo et des Congolais pour véritablement permettre aux Congolais de s'approprier l'indépendance que nous avons acquise alors que la Belgique ne voulait pas que le Congo devienne indépendant. Donc ce qui veut dire que, bien qu'il n'ait pas, il y a eu d'autres candidats qui ont saisi la Cour suprême de justice, et puis d'autre part aussi, n'oubliez pas que dans notre législation, le procureur général de la Cour suprême de justice a le pouvoir de pouvoir introduire ce qu'on appelle un pouvoir dans l'intérêt de la loi. Or ici, ce n'est pas n'importe quelle loi, c'est la constitution de la loi suprême qui a été violée, parce qu'il ne faut pas seulement se laisser focaliser sur les fraudes, mais tous les processus électoraux. Par exemple, nous avons voté, les gens ont voté avec seulement des cartes d'électeurs et pas avec des cartes d'identité. Et puis, cette révision constitutionnelle, dans quel état, dans quelles conditions a-t-elle été opérée? On se rend compte, des éminents juristes et professeurs de droit de notre pays ont émis des critiques tout à fait fondées sur la révision constitutionnelle. Je pense que aujourd'hui, la Cour suprême de justice doit se saisir de l'ensemble de ces questions, pas seulement de fraudes massives avérées, mais aussi du processus électoral. Par exemple, l'interdiction qui a été faite, le refus opposé aux partis d'opposition d'accéder aux fameux serveurs. Donc il y a plusieurs éléments qui plaident en faveur d'une décision qui puisse allier à la fois la légalité qui a été viciée par les révisions constitutionnelles et la légitimité entachée par les fraudes massives avérées au moment alors, par rapport à la décision de la Cour suprême de justice, là je précise juste pour nos téléspectateurs que c'est une émission bilingue parce que à Congo Mikili, à RM Communication, nous visons aussi un aspect pédagogique, donc nous parlons un peu français, un peu lingala, et je leur avais dit que s'il y a d'autres langues du Congo que je maîtrise et que mes invités maîtrisent, je ferai vraiment beaucoup d'efforts des fois pour utiliser ces langues-là aussi. Donc, Cour suprême de justice à cause de la décision, donc procureur il fallait assez saisir pour nous protéger la loi, mais juger par rapport à la fraude, pour la légalité les atteint, légitimité peut les atteindre. Alors, décision au Cour suprême de justice à rendre, selon Yo, en tant que sociologue, chercheur en sciences sociales, éco-lésé nani, puisque apparemment, ils en ont des pays occidentaux, mais sous-sous, on s'est retrouvé piégé par cette décision. Bon, ça dit que d'abord, nous sommes un pays indépendant, il faut assumer et assurer notre souveraineté. Il ne s'agit pas de léser qui que ce soit. Il s'agit d'abord, il y a Koluka, Cour suprême de justice Nabiso, na mokano oyo aroswa, tu as mboka, nkolo mboka, biso moko, tout le monde a que mokano, même oyo Cour suprême ezui, ezali pona ko protéger, ko défendre l'intérêt ya biso congolais. Ça c'est le premier impératif. Deuxième impératif, les pays étrangers, oui. D'abord, compte tenu de la géographie de notre pays et de son histoire. Nous sommes voisins avec 9 pays. C'est rare. Il n'y a que la Chine au monde qui a le même nombre de voisins que nous. Nous sommes le pays au monde qui a le plus de voisins. Prenez un grand pays, un vaste pays comme le Canada. Il n'a qu'un voisin, les États-Unis. Prenez le Brésil, c'est un vaste pays, mais il n'a pas autant de voisins que nous autres. Deuxième caractéristique, il y a ma voisin, il y a ma frontière Nabiso, c'est que la plupart, il y a ma voisin Nabiso, de part et d'autre vivent pratiquement les mêmes populations. Mais par exemple, avec l'Angola, vous avez les Chokwe, les Lunda, les Mazombo, de part et d'autre, enfin, disons les Bakongo, de part et d'autre de notre frontière. Au du Congo-Brazzaville, Nabateke, Nabakongo, Bakumbateke, na Gabon. Et puis, au Kamatina Est, pareil, et puis même avec le Centrafrique et puis l'Ouganda, si bien que tout cela, l'histoire a fait que nous avons eu beaucoup de difficultés, déjà les colonisateurs, pour pouvoir fixer les frontières. Et deuxièmement, le Congo, c'est le pays, au moment où il accède à l'indépendance, c'est l'indépendance du Congo qui a fait basculer l'Afrique dans la guerre froide. Parce que de 1947 à 1957, c'est-à-dire pendant la période chaude de la guerre froide, l'Afrique était plutôt un atout
Pour les Occidentaux, c'était pour eux une terre de repli. En cas d'invasion soviétique, comme ils les craignaient, ils pouvaient se replier. C'est comme ça que toutes les anciennes puissances coloniales avaient des bases militaires chez nous. La Belgique est un petit pays, avait même une des plus grandes bases militaires, puisqu'il y avait Kitona, Kamina et Banana, 3 bases militaires, et où les Belges avaient prévu de pouvoir installer toutes les grandes institutions en cas d'invasion. Si bien que l'Afrique a été divisée à cause de l'indépendance du Congo. Rappelez-vous, lorsque l'Afrique s'est divisée entre ce qu'on appelait le groupe de Casablanca, c'est-à-dire l'Afrique progressiste, et le groupe de Monrovia, l'Afrique dite modérée. Donc, on ne peut pas aujourd'hui, quel que soit celui qui veut devenir président de la République chez nous, il ne peut pas ignorer ces données géopolitiques qu'il faut intégrer dans sa stratégie. L'ignorer, c'est faire les jeux des étrangers, parce qu'en 1960, la Belgique, c'est se rendant compte qu'elle n'avait pas les moyens d'assumer ses responsabilités au Congo après l'indépendance, a brandi l'épouvantail communiste, soi-disant qu'il y avait une menace soviétique chez nous, que c'était faux. En réalité, la Belgique voulait avoir l'appui américain pour, d'une part, s'opposer aux Français et aux Britanniques qui, eux, avaient des visées sur le Congo. Rappelez-vous que la France a brandi le fameux droit de préemption que Léopold II avait signé à New York, je pense, en 1911. Non, disons, à 1884-85, au moment de la conférence de Berlin, Léopold II a accordé à la France un droit de préemption s'il s'est désintéressé du Congo. Le droit de préemption a été à plusieurs reprises évoqué, notamment Deuxième Guerre mondiale, lorsque on voulait échanger le Congo pour tenter de calmer Hitler. Et en 1960, Couve de Murville, le ministre français des Affaires étrangères, a brandi le droit de préemption. Les Britanniques voulaient que les Katanga intègrent la fameuse fédération des Rhodésie et du Nyasalam, parce qu'il y a la continuité du Copperbel, c'est-à-dire le cuivre. Donc face aux ambitions, aux visées de ses propres alliés, la Belgique a brandi le fameux l'épouvantail communiste. Donc droit de préemption na lingala ngi kolobake muto azo memelo liboso soka kokia mote mutu oyo bakopesa ya liboso ya mibale parmi bato ebele ye ni aza mutu ya liboso akozwa yango. Autrement dit, soki Belgique akoki kokamba Congo te, parmi bato nyonso balingi kokamba Congo, France azali mutu ya liboso bakopesa Congo. Et là, vous avez un droit de préemption. Et pourtant, alors que la France elle-même décolonisée à l'époque. Hein, bon. Donc, si bien que, dès cet instant, dès 60, la Belgique et les États-Unis ont instauré une co-tutelle sur le Congo pour contrôler les champs politiques et surtout pour régenter l'échiquier politique. Alors maintenant, pour revenir, qu'est-ce que ça donne pour une élection présidentielle? C'est qu'ils ont toujours un candidat préféré qui est conforme à leur profil, dont ils sont sûrs qu'ils pourraient défendre leurs intérêts à la fois économiques, financiers, commerciaux et surtout géostratégiques. Et souvent, l'intérêt, on est toujours, disons, opposé à l'intérêt du peuple congolais? Ça ne peut qu'être opposé. C'est pour cela que, il y a eu l'élimination politique et physique du Premier ministre Lumumba. C'est pour cela aussi que, alors qu'il y a 50 ans, donc les élections actuelles sont très importantes parce qu'elles surviennent 50 ans après que notre Parlement se soit réuni en conclave à Lovanium pour désigner Cyril Adoula Premier ministre. Vous savez que les Belges ont tout fait pour rendre la tâche difficile à Cyril Adoula, notamment en refusant de céder au Congo, puisque ça nous appartenait, les fameux portefeuilles. Ce n'est qu'en 1963, lorsque la sécession katangaise est terminée, que les Belges acceptent qu'il y ait une négociation autour du portefeuille. Et même quand Adoula arrive en Belgique en 1963, au début de l'année, au mois de février, les Belges laissent traîner les choses. Ce n'est que plus tard que la Belgique accepte, reconnaît que effectivement le portefeuille appartient au Congo et aux Congolais. Donc, si bien que Cyril Adoula, privé de moyens financiers, qui était de notre droit, qui nous appartenait, n'a pas pu mettre en marche une politique de développement qui puisse répondre aux aspirations du peuple congolais. Mais alors que Syrie, dès qu'il y a les rébellions, le gouvernement belge, notamment M. Paul-Henri Spaaki, ministre des Affaires étrangères, refuse d'accorder une aide militaire conséquente à Cyril Adoula pour contrer les rébellions. Mais quand Tshombe est nommé Premier ministre, il a toutes les aides militaires qu'il a demandées. Il y a même une intervention belgo-américaine pour écraser les rébellions. Donc vous vous rendez compte, et quand Mobutu arrive au pouvoir, d'abord dans un premier temps, il pensait que c'était au profit de Tshombe, et puis il se rend compte que non. Mais
contre mauvaise fortune, ils ont fait bon cœur. Donc finalement, ils l'ont soutenu avec les États-Unis pendant plus de 32 ans parce que leurs intérêts étaient bien protégés et bien garantis. Il faut toujours avoir ça en tête parce que moi j'étais étonné lorsque les Congolais ont été choqués en 2006 lorsque M. Louis Michel, ministre des Affaires étrangères belge, a déclaré que tel candidat était une chance pour le Congo. Mais non, c'était pas étonnant. C'est une politique qu'ils mènent depuis longtemps. Alors maintenant, et actuellement, Didier Reynders a critiqué l'autre candidat. Mais c'est-à-dire que monsieur, il est libéral francophone. Vous vous êtes rendu compte que M. Karl de Gucht, qui est libéral mais néerlandophone, n'avait pas la même conception, la même approche des problèmes congolais que M. Louis Michel. Et donc, il a été très très critique à l'égard de la classe politique congolaise, particulièrement de M. Kabila. Donc, maintenant, je pense que les Belges risquent de payer les pots cassés d'une politique faite d'aveuglement. C'est-à-dire que tous les Congolais qui ont la nationalité belge aujourd'hui en Belgique, ils ont fait leur choix, à tort ou à raison. Plus jamais ils ne vont voter pour des candidats francophones en Belgique. Hein. Ils vont maintenant donner leur préférence électorale aux candidats, aux partis néerlandophones. Bah, mais Nassa qui même qui va voter pour Bart de Wever, donc l'extrême droite néerlandophone. Parce que là, ce sont les libéraux, hein, où on voit les clivages néerlandophones, francophones jouer par rapport au Congo. Mais du temps de Mobutu, c'était les socialistes. Les socialistes flamands, notamment je pense ici à Karl Van Miert, Willy Klaas, Louis Tobak, ont toujours été très critiques à l'égard du régime de Mobutu, ce qui n'était pas le cas des socialistes francophones. Donc je pense que des pays comme la Belgique, la France et les États-Unis sont au pied du mur. D'ailleurs, il y a quelques jours, il y a un grand journal belge qui a intitulé son article « Mais où sont donc passés les amis du Congo ?» Ils sont devenus aphones, on ne les entend plus. Malgré, il a fallu que la Fondation Carter se prononce sur les fraudes massives pour que timidement le gouvernement, des personnalités belges et françaises se prononcent. Je pense que dans les jours à venir, même dans les heures à venir, puisque c'est demain que la Cour suprême va se prononcer, si tant est qu'elle se prononce, je pense qu'on s'achemine vers une solution à retardement. Vous êtes rendu compte que même pour annoncer les résultats, ils ont décalé plusieurs jours. Je pense que demain, la Cour va peut-être surseoir à statuer, disant qu'elle n'a pas tous les éléments et qu'il faut encore approfondir les choses. Les temps de pouvoir négocier, qu'est-ce qu'il faut faire quoi, avec qui et pourquoi. Mais est-ce que la justice, ça s'est négocié? Est-ce que va négocier avec la justice? On ne négocie pas la justice, mais la justice peut se donner le temps de la réflexion, parce que la précipitation peut être fatale. L'essentiel, c'est que la justice puisse se prononcer avec beaucoup de sérénité, en ayant en main tous les éléments. Mais ça peut être une bonne chose pour les citoyens congolais si nous apprenons demain que la Cour suprême a surseoir. C'est justement le moment, l'occasion de pouvoir amplifier l'envoi de pétitions, des millions de pétitions, puisque dans toute la diaspora congolaise, on proteste, à Kinshasa aussi on proteste, mais écoutez, lançons une pétition pour que des millions de Congolais puissent se prononcer en nous basant sur les arguments juridiques développés avec pertinence par des éminents professeurs qui ont critiqué sévèrement la révision constitutionnelle sur la base duquel on a organisé les élections. Parlons maintenant des forces sociologiques en place. Nous avons les Congolais de l'intérieur et les Congolais de la diaspora. Qu'est-ce qui fait que la diaspora, qu'on accusait d'être BMW, business money and women, ainsi de suite, donc des gens qui n'étaient là que pour faire la fête, qu'est-ce qui a fait que tout le monde puisse se réveiller d'un coup? Quel est le regard du chercheur que vous êtes? Qu'est-ce que vous nous dites par rapport à ça? Bon, d'abord, il y a un fait capital qu'il ne faut pas perdre de vue, mais que beaucoup ont perdu de vue là-bas à Kinshasa, c'est que c'est aujourd'hui, grâce en grande partie à la diaspora, que les familles au Congo survivent. On en est arrivé même à des choses inouïes où les familles qui n'ont pas d'enfants ici en Europe s'en remettent aux enfants, à ceux de leur rue qui vivent ici en Europe. Par exemple, il y a un deuil. Écoutez, bon, on dit voilà, on nous appelle, arrangez-vous là-bas, organisez-vous parce qu'il y a un décès dans la rue et on n'a pas de moyens.
Ce sont donc les cotisations venant de l'Europe qui permettent aux familles là-bas de pouvoir faire face aux frais énormes du deuil là-bas. Et deuxièmement, les frais scolaires, les frais médicaux. Et même la vie quotidienne, la vie de tous les jours, en grande partie, c'est grâce aux membres des Congolais vivant à l'étranger que les familles arrivent à faire face à tout cela. Donc, petit à petit, la diaspora a pris conscience de son importance à tout point de vue. Mais ça, c'est au niveau des familles. Donc, je pense que là, il y a un palier qui a été franchi, c'est-à-dire que les gens se rendent compte que, puisque la plupart des décisions concernant notre pays se prennent ici à l'étranger, eh bien c'est à partir d'ici qu'il faut commencer à se mobiliser pour pouvoir peser sur le cours des événements. Donc maintenant, pour tous ceux qui considèrent que les Congolais sont des BMW, comme vous dites, mais ils se trompent, ils ne connaissent pas le Congo, ils ne connaissent pas l'histoire du Congo. Depuis toujours, depuis l'époque coloniale, les Congolais ont toujours été des gens indociles. Et à chaque fois qu'ils ont l'occasion de pouvoir s'organiser pour contrer toute autorité qui prétend s'accaparer de la totalité du pouvoir pour assujettir le Congolais, la colonisation n'a pas été un long fleuve tranquille. Au contraire, la colonisation est émaillée des révoltes et des révoltes populaires. La révolte de Bapende, en 1931, dans les Kwilu. Eh bien, la révolte de Massissi, au Kivu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, surtout, le 4 janvier 1959, survenu 4 ans après le voyage triomphal du roi Baudouin au Congo, les Congolais se révoltent. Alors même que, dès 1956, donc un an après la visite de Baudouin, les Congolais publient des manifestes de groupes de conscience africains, manifestes de la BACO. La Belgique répond par un silence assourdissant. 1958, les Congolais commencent à se réveiller, je dirais, à amplifier les mouvements. Parce que Kassavogo est élu bourgmestre, c'est-à-dire maire de Kassavogo aujourd'hui, et son premier discours, alors que lui, il est président général de la BACO, mais quand il prononce son premier discours, il ne parle plus en tant que leader de Bakongo, il parle en tant que leader de tous les Congolais, puisqu'il a été élu par tous les Congolais. Et la même année 1958, Lumumba fonde, avec les gens du groupe de conscience africaine, le MNC. La même année 1958, l'abbé Maloula à Bruxelles, à l'exposition universelle de Bruxelles, dit, écoutez, il vaut mieux accorder l'indépendance plutôt que trop tard. Donc, nous n'avons jamais été un peuple soumis, nous avons toujours été un peuple éveillé, parce que à cette époque, il y a eu, c'est un moment historique assez important dans notre pays, une alliance des classes entre une fraction de l'intelligentsia congolaise et les masses populaires. Cette alliance s'est concrétisée notamment avec les élections municipales de 1957, d'où la montée en puissance du mouvement d'émancipation jusqu'à l'indépendance. Donc ce qui se passe aujourd'hui, je dirais, c'est tout simplement une reprise de l'initiative historique qui a été opérée chez nous concrètement déjà à la conférence nationale souveraine. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, nous nous sommes rendus compte qu'avec l'arrivée au pouvoir de l'AFDL, cette initiative de reprise d'initiative historique a été confisquée parce que les Congolais pensaient que l'AFDL représentait la branche armée de l'opposition, alors qu'en réalité c'était un paravent mis en place par le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda pour des visées géopolitiques, géostratégiques qui n'étaient pas conformes à nos intérêts. Et donc, les élections déjà de 2006, c'était une tentative de Congolais de pouvoir récupérer ce qui a été confisqué par l'AFDL. Malheureusement, ça n'a pas abouti, entre autres parce qu'il n'y a pas eu de débat entre les deux candidats qui sont arrivés en tête. Et deuxièmement, déjà, le fait que les deux candidats qui sont arrivés en tête soient des candidats issus du mouvement des rébellions, ça a faussé les débats. Mais cette fois-ci, du fait qu'il y avait, parmi les deux grands candidats, il y en a un qui n'est pas issu du mouvement des rébellions. Puisque les deux rébellions ont été instrumentalisées par l'étranger. Oui. Les MNC par l'Ouganda et les RCD par le Rwanda. Bien sûr. Donc cette fois-ci, le fait que un des candidats ne soit pas issu du mouvement des rébellions, qu'un des candidats, on peut suivre la traçabilité de ses itinéraires politiques et autres. Je rappelle que c'est Tshisekedi qui termine les études de droit en 61, de 61 à 65, il est recteur de l'École nationale de droit et d'administration. C'est une première en Afrique, cette école,
C'est l'équivalent ici en France de l'ENA et de l'École nationale de la magistrature. Et d'ailleurs, la coopération française a beaucoup contribué à l'essor de cette école. Il y avait aussi la fondation Ford, la fondation américaine. Et pendant que l'université Lovanium, l'université officielle du Congo, qui d'ailleurs a été un peu instrumentalisée par la sécession, était toujours dirigée par des étrangers. Même si les conseils d'administration ont trouvé des Congolais. Mais c'était toujours les étrangers qui continuaient à diriger l'université. L'ENDA était dirigée par un Congolais. C'était une première, mais ma foi, très bien dirigée. Bon. Donc, et puis après, il a été élu sénateur aux élections législatives de 1965. Donc, vous voyez que pour les Congolais, les itinéraires politiques de M. Tshisekedi comprennent toutes les contradictions de l'histoire politique, sociale et culturelle du Congo. Parce que, déjà, quand il termine les études secondaires à Kampondé, et Kampondé, c'est une école secondaire, c'est parmi les premières écoles secondaires que la colonisation a mis en place pour préparer les Congolais à aller à l'université. Jusque-là, ce sont les petits séminaires qui dispensaient un enseignement de ce type. Donc, ça, c'est le fruit un peu de contradictions coloniales. Donc, ces itinéraires portent en eux toutes les contradictions du Congo, tant sur le plan donc, de l'histoire politique, de l'histoire sociale, de l'histoire culturelle, si bien que les Congolais se sont reconnus dans sa démarche politique. Et bien sûr, il a été... Alors, souvent, on l'accuse d'avoir été un des bras droits de Mobutu. Mais oui, et les Congolais le savent. Les Congolais ne sont pas des ignorants ou des imbéciles. Ils le savent très bien. Et ils le savent très bien, ils l'ont élu Premier ministre à la conférence nationale souveraine. Donc, ils ont assumé aussi cet aspect-là. Et ils étaient prêts aussi à l'assumer pour cette élection présidentielle. Et je pense que c'est surtout cette intelligence politique des Congolais qui gêne pas mal de tous ceux qui veulent absolument que le Congo reste toujours dominé et sous tutelle. Alors, sur le plan extérieur, nous avons deux catégories d'acteurs. Il y a les pays anglophones qui sont hyper impliqués dans le pillage des matières premières et les pays francophones qui ont leurs intérêts, peut-être beaucoup plus dans les services. J'ai vu que les pays anglophones ont changé de langage assez rapidement. Ils se sont adaptés, tandis que les pays francophones sont dans l'attentisme. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer après que la Cour suprême se soit prononcée? Bon, je pense que pour nous, Congolais, nous devons faire attention de ne pas tomber dans des pièges sordides. Hein. Déjà, on a voulu piéger les Congolais pendant les élections. Il faut éviter cette distinction entre pays anglophones et pays francophones. Ils sont tous capitalistes, ils sont tous impérialistes. Aucun d'eux n'est pour la défense des intérêts légitimes de nos populations. Mais ils ont peut-être d'approches différentes, apparemment différentes, mais ils ont les mêmes ambitions. Ils ont les mêmes ambitions et ils affichent le même cynisme. Bon, ils peuvent évidemment, compte tenu de la conjoncture, changer parfois de langage, mais au fond, ils sont pareils. Donc, il faudra faire attention. C'est-à-dire qu'il faut chez nous un pouvoir qui soit légitime, qui s'appuie réellement sur le Congo, les Congolais, et les Congolais qui soient très vigilants, de telle sorte que le gouvernement qui sera formé après la proclamation des résultats soit un gouvernement suffisamment soutenu par les masses, par les élites, pour que ce gouvernement soit en mesure de pouvoir discuter de partenaire à partenaire avec les étrangers. Et quel écueil éviter dans ce cas, si par exemple c'est le candidat Tshisekedi qui est reconnu au bout du processus comme président de la République, quel écueil éviter? Mais je pense que les écueils ont déjà commencé à être évités. Déjà le fait qu'il ait recueilli des voix dans presque toutes les régions du Congo. Ce qui veut dire qu'il est bien implanté, que sa base électorale, ses bases électorales sont assez larges. Donc maintenant, il reste à lui, et donc à l'équipe qui a coordonné sa campagne électorale, maintenant de pouvoir se transformer en une équipe d'opération, c'est-à-dire de gestion de la chose publique. Et ça, je pense que 50 ans d'expérience politique du Congo et des Congolais nous offrent suffisamment d'éléments pour pouvoir utiliser à bon escient l'intelligence politique
et l'intelligence du politique des Congolais pour que, enfin, à partir de maintenant, nous puissions approfondir et consolider la modernité de notre pays, modernité politique que nous avons commencé à inventer à partir des 56, hein, donc avec la publication du manifeste. Maintenant, c'est dans un autre contexte historique qu'il faut revoir, j'allais dire, oui, réinventer cette modernité politique. Et quel rapport le futur gouvernement pourra-t-il avoir avec l'étranger? Oh, mais d'abord, les rapports, c'est entre le gouvernement et les Congolais eux-mêmes. Ce n'est pas seulement le gouvernement, mais c'est l'ensemble du Congo qui, à travers le gouvernement, un gouvernement suffisamment fort, c'est-à-dire former des intelligences lucides qui connaissent bien, qui savent où se trouve l'intérêt du pays, eh bien, c'est à travers un tel gouvernement suffisamment fort, suffisamment ancré dans les réalités congolaises qu'il faut établir alors des rapports avec l'étranger. Et là, je pense que là aussi, le vrai problème, l'atout, c'est la volonté et l'intelligence politique de ceux qui seront amenés à assumer des responsabilités au niveau de l'État. Et dans cet ordre d'idées, quel rapport avec certains pays voisins, par exemple le Rwanda, et surtout quel rapport avec la première puissance africaine, l'Afrique du Sud? Oui, mais vous savez que l'Afrique du Sud, les choses bougent. Comme c'est une démocratie, je pense que ça nous facilite les choses. Dans la mesure où maintenant on se rend compte que le gouvernement sud-africain, particulièrement le président Zuma, est en but aux critiques de l'opposition en Afrique du Sud, qui se rendent compte que les choix que l'Afrique du Sud a opérés à propos du Congo ne sont pas des choix judicieux dans le sens que des choix qui défendent l'intérêt de l'Afrique du Sud et surtout la grandeur, la volonté de l'Afrique du Sud de jouer un rôle moteur. Parce qu'au contraire, on se rend compte que c'était surtout des intérêts privés qui ont été privilégiés dans les choix qui ont été faits au Congo. Vous avez fait beaucoup de recherches musicales et d'ailleurs vous êtes beaucoup chanté par des musiciens, vous avez même écrit, donc vous êtes chercheur en sciences sociales. Alors, quel avenir pour les musiciens qui ont été sanctionnés? Apparemment, il y a une fracture entre les musiciens et par extension les acteurs des théâtres avec la diaspora qui fait vivre la musique. Quel avenir pour les musiciens? Quel avenir pour les musiciens? Mais c'est à eux-mêmes de pouvoir se déterminer et renouer avec la diaspora. S'ils ont fait de mauvais choix, ben c'est à eux de pouvoir réparer les erreurs qu'ils ont peut-être commises. Hein. Ils sont suffisamment grands que pour se rendre compte que ils ont besoin de la diaspora pour pouvoir continuer à faire leur travail d'artiste. Donc vous avez balayé d'un coup de main, d'un trait de plume, l'argument qui consiste, ceux qui conseillent aux gens de la diaspora d'aller manifester à Kinshasa. Pour vous, c'est manifester en Occident, c'est ici où se prennent les décisions contre les Congos. Donc ceux qui manifestent ont raison de le faire ici et de mettre la pression comme il le met à tous les gouvernements occidentaux. Vous savez, dans la défense des intérêts, vous vous êtes rendu compte que le travail des lobbying compte de plus en plus. Hein, mais il faut nous aussi, utilisons les mêmes armes que nos adversaires, faisons du lobbying, et pour réussir les lobbying, eh bien, il faut les réussir là où ça fait mal, c'est-à-dire ici à l'étranger. Si les choses se passaient bien au Congo, l'année prochaine, ça sera le sommet de la francophonie à Kinshasa. Et vous êtes, disons, un des éditeurs, disons, membre du comité de rédaction de l'année francophone internationale. Et ça, c'est le numéro de l'année passée où j'ai coordonné un dossier sur les 50 ans des indépendances africaines. Et vous écrivez quand même beaucoup, ça on peut toujours le trouver. Oui. Et vous écrivez beaucoup parce que vous avez participé à cet ouvrage. Congo-Meuse, donc fleuve Congo, fleuve Meuse, en Belgique, aspect de la culture à l'époque coloniale en Afrique centrale. Et dans ces volumes, ma contribution porte sur les intellectualités étudiantines congolaises. C'est-à-dire que chez nous, les mouvements étudiants a été très puissants, très forts. Hein, et donc j'ai essayé d'analyser les différentes problématiques qui ont surgi dans les mouvements de contestation étudiantine au Congo. Voilà, c'est fut un honneur énorme de recevoir M. Anissé Mobé qui nous a fait une très belle leçon d'histoire. Vous pouvez nous écrire, hein, réagissez. Vous avez la page en dessous, écrivez-nous.
On vous met toutes les coordonnées et merci à nos partenaires. Dodé Bokola Boko du journal Les Débats à Kinshasa, Lina Patricia Chiswaka de l'ami parfumeur avenue de France à Brazzaville, Monsieur Richard Compaille en Belgique et Roger Moussangi à Paris. Au revoir.